El éxito ha desbordado las previsiones de la empresa y por eso estáis amontonados. Pero el interés de esta convocatoria, a pesar de las incomodidades, os hará llegar a la conclusión de que ha valido la pena soportarlas. Tiene la palabra para abrir la sesión, dar la bienvenida e introducir el acto presentando esta organización de economistas frente a la crisis, uno de sus promotores y fundadores fundamentales, Jorge Fabra Utray. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este momento de constitución de la Asociación Economistas frente a la crisis. Muchas gracias a nuestros invitados que han aceptado nuestra invitación, Miguel Ángel, Alfredo, Cándido. Muchas gracias a Arnaud Montebourg por estar con nosotros en estos momentos tan decisivos para Francia. Arnaud, économiste face à la crise, nous aussi soutenons Hollande. Vuestra suerte es la nuestra, la de los ciudadanos europeos. Economistas frente a la crisis, muchos de vosotros ya nos conocéis. Es el resultado de un impulso moral. En estos momentos de grave crisis económica, los economistas no podíamos permanecer insensibles ante la invocación en vano del pensamiento económico, ante la utilización del pensamiento económico para promover políticas económicas contrarias a los intereses generales. Nos hemos formado en la universidad y hemos crecido como profesionales en la creencia de que la economía es una ciencia que debe servir para mejorar la vida de las personas. Europa surgió de las cenizas de la Segunda Guerra, constituyendo un nuevo modelo de convivencia social. El estado del bienestar, la propuesta de Europa a los europeos y al mundo. La razón que justifica, seguramente de manera más profunda, la razón de existir de la Unión Europea. La desregulación financiera y, detrás de ella, la desregulación también de sectores con alcance sistémico sobre la eficiencia de la economía, como es, por ejemplo, la desregulación del sector energético, no es liberalización, es simplemente mala regulación, porque regulación y liberalización no son conceptos excluyentes, son conceptos complementarios. Y no comprender esta cuestión bajo la intoxicación de los que quieren ganar en la crisis, está también en la causa de la propia crisis. La crisis no es el argumento de las políticas contractivas que emanan desde la mayoría conservadora que gobierna Europa y sus instituciones, sino la coartada para acabar con el modelo de convivencia social, con el estado del bienestar. Políticas contractivas, procíclicas, que recortan el gasto público en la educación, en la sanidad, en la investigación, en las prestaciones sociales, en las infraestructuras públicas que contribuyen a los equilibrios territoriales. Estas políticas procíclicas, contractivas, agudizan la crisis. Detrás no hay economistas incompetentes. Detrás hay ideología. No es economía, es ideología. Una ideología que no se compadece con los intereses de la ciudadanía. El asunto ya no tiene gracia. En juego está el estado del bienestar, la Europa del progreso. Economistas frente a la crisis no está en contra de las políticas de austeridad. ¿Cómo vamos a estar a favor del despilfarro y del derroche? Defendemos las políticas de estabilidad fiscal. ¿Quién puede defender políticas de inestabilidad? Pero no, políticas de austeridad que aumentan el paro, que subutilizan porque recortan la capacidad de nuestros investigadores, que dejan la capacidad industrial infrautilizada,
que constriñen aún más los recursos del sistema sanitario más eficiente de Europa. No son políticas de austeridad, son políticas que despilfarran los recursos productivos. Los economistas no podemos dejar que nos roben las palabras. Políticas de estabilidad fiscal que contraen la economía y con la contracción elevan las primas de riesgo no son políticas de estabilidad. Y no lo son porque aumentan el gasto público improductivo y agudizan la crisis. Los economistas no podemos dejar que nos roben las palabras. Reformas estructurales que desregulan, cuando es precisamente la desregulación la que nos ha traído esta crisis, no son reformas estructurales, son contrarreformas. Los economistas no podemos dejar que nos roben las palabras porque si nos las roban nos quedaremos simplemente mudos. Y no, queremos decir que somos economistas que no tenemos que pedir perdón por serlo, porque estamos empeñados en poner el pensamiento económico al servicio de los ciudadanos. Economistas frente a la crisis nos constituimos hoy en asociación para encuadrar nuestras actividades. En ellas cabrán no solo los economistas, sino todos quienes compartan nuestras preocupaciones, porque economistas frente a la crisis son también los médicos, los enseñantes, los investigadores, los juristas y todo ciudadano que considere que la ciencia solo es ciencia si contribuye al progreso. Economistas frente a la crisis es independiente de toda organización política o sindical, pero no ignora que los cuellos de botella para que fluya el progreso se encuentran en la política. Y en la política queremos influir para contribuir a quebrar el predominio neoliberal que ha seducido y asfixia a nuestros políticos. Pero economistas frente a la crisis es, por encima de todo, un esfuerzo por contribuir a que la sociedad civil esté presente en el debate y en las decisiones que se adopten en esta sociedad democrática. A esto os convocamos. Queridos amigos, muchas gracias por vuestra presencia. Es el momento de darle la palabra a uno de los invitados que ha concitado gran interés, porque con esto están demostrando nuestros amigos de Economistas frente a la crisis que no están encerrados en el casticismo, que están mirando, que se asoman al exterior. Y han traído aquí y ha aceptado venir en un momento de extraordinaria pulsión política en su país, Arnaud Montebourg, delegado de François Hollande para las elecciones presidenciales en Francia, Hollande en el que están puestas todas nuestras complacencias. Adelante. Je peux parler en français, ça es posible? No. Sin problema. Sí, sí. Agradezco mucho vuestra invitación en este periodo muy especial para nosotros franceses, pero también para los ciudadanos españoles que tienen que confrontar a la crisis. Es el debate empezado por los economistas españoles. Tenemos lo mismo en Francia, pero ha sido 2 años antes hoy. Permite que me exprime en francés, que será mejor para vosotros. Le débat que vous avez ouvert en Espagne est un débat très important parce qu'il a un rapport avec la bataille d'interprétation de la crise et donc il dicte d'une certaine manière les solutions à cette crise. Il est évident qu'en France, les économistes atterrés, qui réunissent aujourd'hui 6000 économistes,
ont mené un combat très important qui a finalement ouvert le débat intellectuel, donc idéologique et donc politique, il y a maintenant 3 ans, à l'époque de l'effondrement de la banque Lehman Brothers, et a permis de constituer une opposition politique titulaire d'une alternative politique, qui est arrivée à maturité et qui a beaucoup compté dans l'émergence d'abord du débat à gauche, qui s'est tenu à travers les primaires citoyennes, c'est comme ça qu'on les appelait, où François Hollande est sorti vainqueur. J'ai été l'un des candidats qui a porté des idées nouvelles, dont certaines ont été traduites dans votre pays, mais avec lesquelles nous avons fait un chemin commun et nous a permis d'accéder en quelque sorte à une pensée nouvelle, des solutions nouvelles et des propositions nouvelles dans le débat face à la droite française, mais qui s'est traduit idéologiquement dans le condominium Merkel-Sarkozy. Sur la bataille d'interprétation, je voudrais vous dire une chose qui est importante et qui s'est tenue aux États-Unis. Après la crise des subprimes, il y a eu un certain nombre d'analyses politiques libres, des enquêtes de journalistes qui ont montré à quel point la pensée économique avait été achetée par les banques et le système financier. Ça a été d'ailleurs diffusé dans un film qui s'appelle Inside Job, ce qui veut dire le ver est dans le fruit, et qui montre comment toutes les banques d'affaires qui tiennent les agences de notation, donc qui ont pu dissimuler en quelque sorte la vérité sur le niveau d'endettement privé, ont acheté d'abord la pensée économique de grands économistes qui eux-mêmes ont influencé les politiques ou ont permis aussi d'acheter ce que nous on appelle en France le pantouflage, c'est-à-dire le passage de la politique aux grandes banques pour gagner sa vie selon les alternances politiques. Et qui fait que, à la fois les démocrates comme les républicains de l'époque Clinton ont permis de porter un programme de dérégulation financière qui faisait à l'époque consensus. Nous avons connu en Europe cette période, y compris dans l'Union européenne, dans les grandes institutions financières, la pensée politique dominante a permis et organisé en quelque sorte la déresponsabilisation du système financier. Aujourd'hui, tous les peuples ouvrent les yeux et s'emparent de la question économique. C'est devenu en quelque sorte un outil pour les citoyens. Dans la campagne électorale française, dont j'espère et je pense qu'elle sera victorieuse dans quelques jours, nous avons vu à quel point les Français sont devenus des économistes, eux-mêmes. J'ai moi-même mené campagne dans la rue en improvisant des meetings selon des méthodes un peu nouvelles, et en improvisant les meetings, quelle que soit la taille des villes, des endroits, le métro, les supermarchés, nous faisions un travail avec les gens, c'est-à-dire que les gens pouvaient poser des questions aux leaders socialistes partout dans les rues, dans toutes les grandes villes de France. Et j'étais frappé de voir à quel point, devant 400, 500, 600 personnes, à Toulouse, à Paris, n'importe où, il y avait toujours des questions sur la Banque centrale, qui est un bien commun qui appartient à tous les citoyens européens, mais qui a échappé à ceci. Des questions sur le sens de l'austérité et de la rigueur. Des questions sur la responsabilité des banques et du système financier. Donc les citoyens sont tous devenus, dans cette campagne politique, des économistes et des penseurs miniatures de la vision économique, et ils ont pu, pour beaucoup d'entre eux, infléchir la pensée dominante sur le sujet et donc en tirer des conclusions politiques. Voilà pourquoi je voulais rendre hommage à votre travail, qui est un travail très important pour l'avenir de l'Europe, parce que l'Espagne est un grand pays européen qui va jouer un rôle important dans les moments, les années à venir, et les mois, les semaines, les jours même à venir. Je voudrais aussi vous livrer quelques éléments d'analyse qui ont abouti au programme de François Hollande et que nous avons bâti ensemble
avec les différents candidats aux primaires réunifiés derrière la victoire de François, et vous dire que nous avons mesuré à quel point aujourd'hui nous devons réviser le préjugé selon lequel, malgré l'apparence, les problèmes de la crise seraient liés à l'attitude inconséquente des États, l'impécuniosité de leur attitude, le fait qu'ils se seraient excessivement endettés, et donc que ce problème serait à l'origine des graves difficultés que connaissent aujourd'hui les pays. Nous pensons que les dettes publiques qui ont été accumulées ces dernières années sont nées en relation avec l'endettement privé qui s'est accumulé sans aucun contrôle et qui était lié premièrement à la dérégulation financière et deuxièmement à la façon dont le système privé financier a continué à mettre sous perfusion le système productif qui lui-même ne pouvait pas continuer à fonctionner avec des niveaux de salaire qui, dans le monde entier, étaient tirés vers le bas et qui ne permettaient pas d'assurer le débouché d'une production qui ne cessait d'augmenter dans le monde entier. C'était donc une sorte de crise de surproduction dissimulée par l'endettement qu'avait permis l'ingéniosité des financiers américains, imités très vite par les Européens. Le système bancaire français a quand même déjà laissé 16 milliards dans les subprimes purement américaines, plus la Banque des collectivités locales franco-belge, 95 milliards. On est déjà à 100 milliards en France. Et pourtant, nous avons un système bancaire qui a à peu près résisté. Et pourtant. Donc on voit un peu l'ardoise qui nous est laissée. Comment se servent les libéraux de la situation actuelle de l'accumulation de dettes publiques, et je cite souvent dans les discours politiques l'exemple ou le contre-exemple de l'Espagne. L'Espagne n'avait pas de dette publique avant, enfin en tout cas avait un excédent budgétaire avant la crise. Elle avait une situation qui était enviée et enviable. Mais la crise a évidemment amené les États à se porter au secours de l'économie, renflouer le système bancaire. D'ailleurs, je crois qu'il y a un chiffre qui a été délivré par M. De Almunia de la Commission européenne, que vous connaissez bien, qui a évalué en 3 ans à la somme de 4 589 milliards le montant des subventions, des avances remboursables, des nationalisations en tout genre, de l'argent public qui est allé s'injecter dans les besoins du système financier européen, tout pays confondu des 27 pays membres, ce qui est une somme considérable. Ce qui, d'ailleurs, en ce qui concerne la France, nous avons en 4 années depuis 2008 accumulé 619 milliards de dettes en plus, ce qui nous met aujourd'hui dans une situation de surendettement, puisque le gouvernement sarkozyste, aujourd'hui, emprunte sur les marchés financiers pour payer les fonctionnaires. Ce qui est une situation qui est normalement proche de la difficulté, de l'embolie, on va dire. Donc la responsabilité du système financier est fondamentale. Et la première des réactions, c'est de dire qui va payer les conséquences de cette irresponsabilité. Est-ce que ce sont les classes populaires, les classes moyennes, les citoyens innocents dans cette crise? Je me tourne vers les syndicalistes. Ou est-ce que ce sont les responsables de cette crise, qui n'ont d'ailleurs, en France, aucune procédure n'a été ouverte contre aucun dirigeant qui a mené sa banque, son institution bancaire, à cette situation. Il faut le noter. Et cela fait partie des choses que nous disons avec François Hollande. Il faudra ouvrir des procédures, mener des enquêtes, demander des comptes. Mais cela ne règle pas le problème financier et économique. Cela crée au moins la cristallisation sur l'endroit où se trouve la responsabilité. Notre stratégie politique est une stratégie qui consiste à dire d'abord la responsabilité, elle n'est pas dans les États, elle est dans le système financier. Donc les États n'ont pas à payer 2 fois le fardeau de soutenir une première fois le système financier pour ses erreurs et une deuxième fois à faire payer par ses contribuables le renflouement du secteur bancaire. C'est pourquoi notre responsabilité politique consiste d'abord à reprendre ce que disent les prix Nobel économie américains.
M. Krugman ou M. Stiglitz disent, comme d'ailleurs beaucoup de nos économistes atterrés, comme on les appelle, vos collègues, messieurs, disent en France, quels sont ces gens, ces dirigeants politiques qui attaquent les États alors que les États sont les seuls en mesure de secourir l'économie. Donc ils sont en train de détruire ce qui reste, par idéologie, par intérêt politique, mais aussi par désir d'exonérer la responsabilité du secteur financier de ces dégâts, et cela est évidemment une révolte saine. Quelle est la réponse politique que nous voulons opposer, y compris au sein de l'Union européenne? D'abord, la première des responsabilités, c'est de faire payer les dégâts de la crise par le système financier. Pour nous, la taxe sur les transactions financières est un objectif politique qui aurait pu, si elle avait été instaurée il y a 3 ans, régler en 1 an le problème grec. Car quand la France met 35 milliards, le gouvernement français met 35 milliards au pot pour secourir les banques grecques, en fait, il n'aide pas les Grecs. Il aide les créanciers de la Grèce. Donc une partie de ces banques ou des banques qui ont les créances sur la Grèce. Donc on n'améliore pas le sort des peuples, mais on renfloue en permanence les banques. Quand la Banque centrale européenne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, injecte de l'argent, non pas pour monétiser la dette publique des États, mais donne de l'argent aux banques à 1%, qu'elle place à 4% en achetant de la dette souveraine sur les dettes publiques des États en difficulté, les banques, avec l'argent des contribuables, donc le remboursement des intérêts, gagnent 3% grâce à ce scandale qui est absolument européen. C'est donc aujourd'hui directement des décisions politiques liées à la responsabilité du système bancaire qu'il faut maintenant prendre. La taxe sur les transactions financières, pour nous, a pour but de nous dégager du problème de la dette publique qui a été accumulée dans la crise et qui a servi à renflouer le système financier ou qui devrait servir encore, parce que les bilans ne sont pas encore assainis dans tous les secteurs financiers européens. Elle peut rapporter avec un taux sérieux, une assiette large, applicable dans toute la zone euro, elle peut permettre de dégager 200 milliards. C'est la proposition que nous avons nous-mêmes signée avec la gauche allemande, le SPD allemand, et qui fait partie du programme des socialistes européens. C'est un des enjeux de la conditionnalité sur la renégociation du pacte budgétaire punitif qui a été signé, mais pas encore ratifié par de nombreux pays, ni par la France ni par l'Espagne, sur lequel François Hollande a dit qu'il n'y aurait pas de ratification, s'il était élu par le Parlement français, du traité Merkel-Sarkozy qui provoque tant de problèmes dans toute l'Europe, particulièrement dans votre pays, mais également dans le nôtre, à venir. Notre proposition est donc de faire participer le système financier à l'assainissement des dettes publiques et de les faire payer. Nous assumons la part de notre dette historique qui était liée à des facilités électorales. Nous en sommes capables, elle est d'ailleurs parfaitement soutenable. Mais la part de la dette liée dans tous les pays de l'Union européenne à l'aggravation des problèmes, ce n'est pas aux gens, aux travailleurs et aux plans d'austérité qui sont en train de ruiner l'Union européenne, de la faire disparaître ou s'affaiblir d'une façon assez irrémédiable dans la division internationale du travail, comme vous l'exprimiez tout à l'heure. Nous n'avons pas, nous, à nous affaiblir à ce point pour des raisons idéologiques et de protection d'intérêts privés qui sont les intérêts du système financier. C'est pourquoi notre première proposition, qui consiste à assumer la responsabilité finance, va être une bataille politique que nous assumons au sein de l'Union européenne. Mais aussi, en France, dans le programme de François Hollande, nous avons dans notre programme le projet de démanteler le système financier et bancaire tel qu'il existe et de mettre fin à la banque universelle. La banque qui collecte l'épargne ne pourra plus être la banque qui joue sur les marchés avec la dite épargne. Nous avons le projet de créer une banque publique d'investissement pour se mettre à financer l'économie, car notre économie n'est plus financée aujourd'hui par le système bancaire. Nous avons aussi pris l'engagement, dans notre programme avec François Hollande, de fermer les filiales dans tous les paradis fiscaux, avec évidemment une
plus forte pression sur les évadés fiscaux de manière à rapatrier le plus possible d'avoirs illégaux entreposés au titre de l'évasion fiscale pour amener les contribuables les plus indélicats qui ont profité de la crise, accumulé des richesses, mis leur patrimoine à l'abri, les faire participer à l'effort de reconstruction nationale. Et enfin, c'est un point important, nous avons l'intention de mettre en quelque sorte en rapport les régions, les collectivités locales avec le système de financement de nos PME pour réindustrialiser notre pays après les dégâts occasionnés par la crise. Vous voyez que cet ensemble ne suffit pas, car si nous n'avons pas la banque centrale que tous les pays du monde ont entre leurs mains, c'est-à-dire une banque centrale qui ne s'occupe pas seulement d'inflation, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'inflation, mais s'occupe aussi de chômage. Quand il y a beaucoup de chômage, ce serait même recommandé. Notre préoccupation est d'arriver à faire muter la Banque centrale européenne sur le rôle que nous sommes en droit d'attendre, comme le fait par exemple la Federal Reserve Bank, qui a monétisé la dette de l'État américain, des États fédérés américains, qui sont d'ailleurs pour certains à l'état de faillite, comme d'ailleurs un certain nombre de collectivités locales en France. J'ai été à la tête d'un département qui était au bord de la faillite. Nous avons dû faire un plan de rigueur à la Papandréou, parce que Sarkozy n'a pas voulu nous donner 1 centime de solidarité nationale pour nous aider à nous en sortir. Mais la population a bien réagi parce qu'elle avait compris qui était le responsable de cette situation. Mais nous avons partout en Europe des collectivités locales en faillite, des banques en faillite et des États qui ne sont pas loin de cet état, de cette situation. Et donc, s'il n'y a pas une banque centrale qui monétise la dette pour épargner des plans de récession et d'austérité partout en Europe, nous allons mourir, mais guéris. Nous aurons guéri selon l'esprit libéral, mais nous serons morts. Voilà. C'est la saignée du médecin de Molière qui, pour guérir le malade, décide de lui ouvrir les veines et de laisser sortir ce sang impur et contaminé. Que reste-t-il au malade? La mort. Voilà. C'est ça la cure d'austérité de Mme Merkel et de M. Sarkozy. Alors vous allez me dire, oui, mais comment fait-on avec l'Allemagne? D'ailleurs, j'ai noté que Mme Merkel était dans vos discours, messieurs. Rassurez-vous, nous aussi, en France, dans la campagne électorale, notre problème n'étant pas tant le poids qu'a acquis Mme Merkel, mais le poids que Nicolas Sarkozy lui a laissé acquérir. Et pour nous, François Hollande l'a déclaré encore hier dans la campagne politique en France, l'Europe n'est pas un condominium d'une vraie puissance et d'un allié faible qui cherche à se faire bien voir. L'Europe, c'est des pays qui sont de plus en plus divergents, un nord excédentaire, un sud déficitaire, et nous, plutôt dans la catégorie des pays du Sud, qui ont besoin de se donner la main pour sortir de l'impasse leurs économies réciproques, et donc d'accentuer la solidarité pour éviter la fin de l'euro. Et notre préoccupation est de sauver l'euro, qui est un outil qui nous a protégés contre les mouvements monétaires erratiques de l'extérieur, les cracks successifs, mais ne nous a pas protégés contre nous-mêmes de sa malformation génétique, le fait que nous avions une banque centrale qui ne permettait pas d'encaisser les chocs, de les atténuer pour éviter aux populations de se retourner politiquement contre l'Union européenne. Vous avez noté le vote Le Pen, très important dans notre pays, la France. C'est un vote qui est la conséquence directe d'une radicalisation contre les politiques d'austérité qui se succèdent dans toute l'Europe et qui ont commencé avec les différents gouvernements de M. Sarkozy en France et qui font payer le prix de la crise aux classes moyennes, aux classes populaires, qui n'ont aucune responsabilité dans celle-ci. C'est immoral, injustifié, mais c'est surtout suicidaire. Notre stratégie vis-à-vis de l'Allemagne est d'expliquer à l'Allemagne que celle-ci n'a aucune espèce d'intérêt à continuer à avoir autour d'elle des pays soit en ruine, soit appauvris, soit qui ne pourront même plus acheter ces produits alors que 60% du chiffre d'affaires de l'économie allemande se réalise
dans son voisinage immédiat. D'ailleurs, toute la pensée économique sur la croissance, qui a commencé avec, et nous avons, nous, été très attaqués par la droite lorsque François Hollande a dit dès le mois de décembre, je ne signerai pas, ou il n'y aura pas de ratification de ce traité s'il n'y a pas les éléments, les contreparties en termes de croissance. Nous avons été très attaqués par les économistes libéraux, très attaqués par la droite, un peu moqués par quelques dirigeants européens inconséquents, on va dire. Mais très vite, nous avons eu du secours. D'abord, les prix Nobel d'économie américains qui ont expliqué dans toute la presse française que le problème aujourd'hui, ce n'était pas la dette, ce n'était pas les États, ce n'était pas l'inflation, c'était le chômage, la récession et la Banque centrale. Donc ils ont inversé les termes du débat. Il y a eu une très grande interview de Paul Krugman, prix Nobel d'économie, qui a complètement donné une autre perspective et qui a ouvertement ouvert les hostilités en France intellectuelles contre le mercosisme et sa stratégie d'affaissement de l'économie européenne. Et puis il y a eu tous les économistes qui depuis longtemps travaillaient, comme vous le faites, qui se sont levés. Et puis surtout, là, la grande découverte, c'est que même maintenant, les opérateurs les plus spéculatifs, les propriétaires de hedge funds, comme M. George Soros ou le fameux gourou Nouriel Roubini, sont en train maintenant de délivrer des oracles tout à fait nouveaux, expliquant que les marchés, les fameux marchés qui oppriment les États, qui ont mis les États à genoux, sont et dictent leur politique, ont déjà eu la peau de 2 premiers ministres démocratiquement élus, Papandréou et Berlusconi. Je ne porte pas de jugement, surtout sur l'un, plutôt que sur l'autre. Eh bien, ces deux prédateurs expliquent qu'ils ont besoin de croissance. Ah, ils découvrent la croissance. Même les économistes allemands, aujourd'hui, disent à leur chancelière, Madame Merkel, l'Europe a besoin de croissance et l'Allemagne, il se pourrait bien qu'elle ait besoin de l'Europe, donc qu'elle ait finalement, par transitivité, besoin, elle aussi, de croissance. En vérité, la stratégie allemande est une stratégie nationaliste, de cavalier seul, et qui s'est appuyée sur la faiblesse de la France. On roule les mécaniques, mais en vérité, on est faible devant les marchés financiers, le CAC 40 et la diplomatie allemande. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a la France, à travers le sarkozysme, a pris une responsabilité très grave en ouvrant en quelque sorte la possibilité à l'Allemagne d'imposer des choix qui n'ont aucun rapport avec l'utilité solidaire de l'Union européenne Nord-Sud, mais qui ont tout à voir avec une stratégie purement nationaliste, qui doit être et égoïste. Le mot, je l'ai déjà prononcé, même dans les journaux allemands, je n'ai pas reçu de papier bleu du gouvernement allemand pour m'expliquer sur le mot égoïste, mais c'est un mot qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Voilà pourquoi la renégociation du traité budgétaire punitif sera très importante. Et pour notre part, vous avez compris, messieurs les économistes, que nous lions la pensée économique, la riposte intellectuelle, à l'action politique et à la reconstruction d'une alternative politique en France, bien sûr, mais également en Europe. Et c'est à ce titre-là que nous défendons un programme alternatif. Pour nous, il s'agit de faire survivre l'Union européenne. Nous ne pensons pas que nous pourrons survivre ou voir survivre l'euro si les économies ne reprennent pas le sens ou le chemin de la solidarité. C'est-à-dire que les pays excédentaires comme l'Allemagne vont devoir augmenter leurs salaires, augmenter les minima sociaux, en contrepartie des quelques efforts de compétitivité qu'on voudra bien faire, mais à la condition que la dette publique ne soit pas payée par les gens qui n'ont que leur travail pour vivre, mais soit payée parce qu'elle a été le produit de l'endettement privé, soit payée par le système financier qui, aujourd'hui, continue de prospérer, fonctionne comme si la crise ne l'avait pas touché, et veut maintenir ses niveaux de revenus dans une sorte de bulle spéculative qu'il va falloir politiquement crever. Voilà, je vous remercie.